Le Centre d'action bénévole de Montcalm vous présente le projet Gestion Action bénévole Montcalm. Ce projet est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la table des préfets de la Naudière. Voici la 7e de 9 capsules de formation sur la gestion des bénévoles. Cette capsule porte sur les problèmes particuliers rencontrés par les gestionnaires de bénévoles et plus spécifiquement sur le filtrage et les aspects juridiques. Le filtrage des bénévoles peut être vraiment important selon le type d'organisme avec lequel il fait affaire. Par exemple, ici, on a des gens qui ont vécu des épreuves dans la vie, qui ont traversé des événements qui font que parfois le filtrage n'est pas nécessairement positif, mais on est un petit peu la place où on peut leur donner une deuxième chance. Alors, il peut y avoir un filtrage général, mais ça ne les empêchera pas nécessairement de venir donner du temps. On va seulement peut-être regarder dans quel domaine ou dans quelle sphère de l'organisme ils vont pouvoir donner du temps. Tous nos bénévoles sont filtrés. C'est très important parce que vous comprendrez que nos bénévoles vont faire du bénévolat avec une personne qui vit avec des limitations, donc une personne vulnérable. Donc, pour nous, c'est très important. Pour filtrer nos bénévoles, on va ensemble, moi et la personne bénévole ou la représentante de l'organisme, compléter un document qu'on va remettre au poste de police qui va nous être remis pour nous dire si la personne a des antécédents judiciaires ou pas. Le filtrage des bénévoles. Un organisme à but non lucratif ou toute autre organisation a, par l'entremise des membres de son conseil d'administration et de sa direction, des obligations légales. Celle-ci vise notamment à assurer l'intégrité ainsi que la sécurité de ses employés, des bénéficiaires de ses services et des bénévoles qui y œuvrent. Ces personnes doivent également agir de façon à préserver la réputation de l'organisme. Les administratrices et les administrateurs ont un devoir de prudence et de diligence, c'est-à-dire de précaution, qui peut se résumer ainsi. Agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne prudente. Dans le cas où il et elle ne prendraient pas les moyens raisonnables pour le faire, il ou elle pourrait non seulement être tenu responsable pour les dommages, mais également pour les blessures ou les pertes financières subies. Les devoirs des gestionnaires de bénévoles découlent de ces obligations. Une politique de filtrage des bénévoles est l'un des outils permettant de minimiser les risques pour l'organisme et pour les personnes qui y œuvrent, surtout si elle est appliquée de façon rigoureuse. En quoi consiste le filtrage? Le filtrage ne se limite pas à la vérification des antécédents judiciaires. C'est un processus qui commence au moment de remplir le formulaire d'inscription et qui se poursuit au cours de l'entrevue pour culminer avec la vérification des références et des antécédents judiciaires. Ces étapes sont suivies par une analyse des informations recueillies, résultant en une décision d'accepter ou non le ou la bénévole ou encore de lui proposer un poste plus adapté au niveau de risque qu'il ou elle représente. Quels sont les éléments qui vont déterminer la nécessité de filtrer les bénévoles? La nature de la tâche, manipulation d'argent, conduite d'un véhicule, visite à domicile, isolement avec le ou la bénéficiaire. La clientèle visée, enfants ou adolescents-adolescentes, personnes aînées en situation de vulnérabilité, personnes vivant avec une déficience intellectuelle, etc. La nature de la relation avec les bénéficiaires, relation de dépendance ou d'autorité. Voici un formulaire qui peut vous aider à déterminer le niveau de risque d'un poste bénévole et, par conséquent, le type de filtrage que vous utiliserez. Vous trouverez ce tableau sur le site internet cabmontcalm.com. Ce tableau est un exemple que vous pourrez ensuite ajuster à votre réalité. Certains grands principes s'y retrouvent. Plus la clientèle et les bénéficiaires sont vulnérables, plus le risque est élevé. Moins le bénévole est supervisé, plus le risque augmente. Lorsqu'une relation de dépendance ou d'autorité existe, le risque est plus grand. Important, le seul fait de détenir un dossier criminel n'est pas un motif suffisant pour refuser un ou une bénévole éventuelle. Il doit y avoir un lien réel entre les motifs et la tâche ou la clientèle visée
et le risque représenté par la personne doit être déterminé après avoir analysé la situation. Autrement, on peut parler de discrimination. Les aspects juridiques pour le parrainage civique lanaudière, c'est quelque chose qui est très important. On travaille avec des personnes qui sont vulnérables, donc on ne peut pas prendre de chance. Dès qu'il y a quoi que ce soit, on va aller valider, vérifier auprès d'organismes qui peuvent nous aider. Aspect juridique, la confidentialité. La plupart des gestionnaires de bénévoles savent qu'ils et elles doivent, en tout temps, faire preuve de prudence et de diligence en ce qui concerne les informations personnelles qu'ils et elles recueillent et détiennent. De nouvelles dispositions légales en lien avec les informations personnelles fournies par leurs bénévoles s'ajoutent maintenant à cette obligation de confidentialité. En effet, le 22 septembre 2022, entraient en vigueur certaines dispositions de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, aussi appelée Loi 25. Ces dispositions s'appliquent aux organismes sans but lucratif et entraînent pour eux certaines obligations que nous allons vous résumer ici. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'expression « renseignement personnel » ? Les renseignements personnels sont ceux qui portent sur une personne physique et permettent de l'identifier. Ils sont confidentiels, sauf exception, et ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée. Par exemple, le nom, le numéro d'assurance sociale, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel et les messages, l'adresse IP, et toute autre information permettant, seule ou recoupée avec d'autres informations, d'identifier une personne. Certains renseignements peuvent avoir un caractère sensible, car leur divulgation peut avoir une incidence importante sur la réputation ou la situation financière d'une personne. De plus, les renseignements concernant les personnes vulnérables, enfants, adolescents-adolescentes, personnes aînées par exemple, peuvent d'emblée être considérés comme étant sensibles. Quelles sont les obligations principales des OSBL en vertu de la Loi 25 concernant ces renseignements personnels? S'assurer que les renseignements collectés sont nécessaires. Obtenir le consentement de la personne concernée. Vous pouvez trouver sur le site du Cap Montcalm un exemplaire de formulaire à utiliser pour obtenir le consentement. Conserver ces renseignements en sécurité de façon à les préserver de toute intrusion. Détruire tous les renseignements non nécessaires. Désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels dans l'organisme. À défaut, c'est le plus haut dirigeant ou la plus haute dirigeante qui assume ce rôle. Son titre et ses coordonnées doivent être disponibles sur le web. Tenir un registre des incidents de confidentialité. Signaler tout incident de confidentialité à la personne concernée. Signaler tout incident de confidentialité grave à la Commission d'accès à l'information, CAI, qui est chargée de l'application de la loi. Important. Le non-respect ou la violation des dispositions prévues dans la loi 25 peut entraîner, pour une organisation, des sanctions de nature administrative, pécuniaire et ou pénale. Assurez-vous de prendre toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les risques d'intrusion informatique. Ce que nous avons présenté ici n'est qu'un survol rapide. Si vous voulez aller plus loin et savoir de quelle façon remplir vos obligations, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission d'accès à l'information du Québec ou encore à visionner une formation offerte par la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec et consulter les documents en lien avec la Loi 25 en vous rendant sur le site Internet cabmontcalm.com. Aspect juridique, intimidation et harcèlement. L'intimidation et le harcèlement peuvent être présents dans tous les milieux, familial, scolaire, sportif, communautaire par exemple, et nulle organisation n'est à l'abri de ces fléaux qui peuvent entraîner la désertion des ressources humaines et même des poursuites légales. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intimidation et qu'est-ce que le harcèlement? L'intimidation, selon la définition qu'en donne Éducalois, ce sont des paroles, des gestes, des images ou des comportements qui blessent, humilient, excluent socialement une personne ou qui ont pour effet de lui faire perdre l'estime de soi.
Elle survient généralement lorsqu'il y a un rapport de force entre un agresseur ou une agresseuse et une victime. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse mentionne sur son site que harceler, c'est traiter une personne de façon à nuire à sa dignité, sa santé psychologique ou physique. Le harcèlement se manifeste par des paroles ou des comportements offensants, méprisants, hostiles ou non désirés. Le harcèlement est discriminatoire lorsqu'il est fondé sur une caractéristique propre à la personne qui le subit, par exemple son âge, son origine ou son sexe. C'est généralement la répétition de paroles ou de comportements offensants qui crée le harcèlement. Mais parfois, un seul acte grave peut constituer du harcèlement. C'est le cas si cet acte entraîne un effet nocif et continu sur la personne qui le subit. Comment protéger les bénévoles de l'intimidation et du harcèlement? Il n'existe pas de méthode miraculeuse permettant d'éviter l'intimidation et le harcèlement dans un organisme, mais ces quelques éléments peuvent aider à maintenir un climat sain et à permettre à l'organisme de respecter ses obligations légales de prudence et de diligence. Tout d'abord, en procédant à un filtrage minutieux de vos bénévoles. L'entrevue, la vérification des antécédents judiciaires et des références peuvent vous donner des indices vous permettant d'identifier les individus potentiellement problématiques. Ensuite, en mettant sur pied une politique visant à contrer l'intimidation et le harcèlement dans votre organisme et en s'assurant qu'elle est connue et appliquée tant par les employés que par les bénévoles et par les bénéficiaires. En ayant une procédure de traitement des plaintes dans votre organisme et en s'assurant que cette politique est connue et appliquée tant par les employés, par les bénévoles que par les bénéficiaires. En prenant le temps d'informer vos bénévoles sur leurs droits et leurs obligations en ce qui concerne l'intimidation et le harcèlement. En assurant à vos bénévoles le soutien et l'encadrement nécessaires. Des rencontres fréquentes et une intervention rapide auprès des victimes et des agresseurs ou des agresseuses dès qu'une situation est signalée peuvent faire toute la différence entre un milieu toxique et un endroit où il fait bon bénévoler. Enfin, il ne faut pas hésiter à avoir des conversations difficiles avec les personnes qui usent d'intimidation et ou de harcèlement envers les autres membres de l'organisme, quitte à se séparer de certaines personnes qui ne parviennent pas à modifier leur comportement fautif. Vous trouverez un exemple de procédure visant à contrer l'intimidation et le harcèlement, ainsi qu'un exemple de procédure de traitement des plaintes sur le site internet cabmoncalm.com. Important. Cette capsule a été tournée en avril 2023. Les notions et les aspects juridiques évoqués ici peuvent avoir changé ou avoir été modifiés au moment où vous visualiserez cette capsule. Votre organisme s'est doté de procédures afin d'améliorer le vivre ensemble dans votre organisme, mais vous aimeriez aller un peu plus loin et acquérir connaissances et habiletés afin d'être en mesure de gérer les inévitables conflits pouvant survenir dans votre quotidien de gestionnaire de bénévoles. Vous trouverez certaines réponses à vos questions dans la capsule numéro 8, la gestion des conflits.